Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les candidats aux examens du BEPC seront face aux épreuves écrites dès le lundi 14 juin prochain. En prélude à cet examen, le ministre des Enseignements secondaires est allé s'enquérir de l'évolution des travaux à la direction des examens et concours. Suspension du Mali des institutions de la CEDEAO, c'est une décision des chefs d'État ouest-africains réunis au Ghana ce dimanche 31 mai 2021. Et puis en Israël, le leader de l'opposition a annoncé son alliance avec le Parti du Centre. Objectif, faire partie le Premier ministre Benjamin Netanyahou du pouvoir. Merci de votre fidélité. Ouvrons ce journal par la clôture des travaux des États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. C'était ce samedi 29 mai 2021 en présence des autorités communales et de plusieurs autres personnalités. Des assises au cours desquelles de grandes décisions ont été prises pour un réel développement de la commune. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture de ces travaux avec Samson Oké et Damien Pedro. Œuvrer désormais pour un développement harmonieux et soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Gérer au mieux le foncier dans la commune de Calavi. Mettre fin à la mafia foncière. Travailler à améliorer le potentiel économique de la commune d'Abomey-Calavi. Valoriser le potentiel culturel, touristique et artistique. Relancer le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi après avoir audité ce qui a été fait. Et procéder à l'ouverture des voies. Reconstruire Calavi en un mot. Ce sont là, entre autres, les grandes conclusions issues des États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. Pendant 2 jours, les experts commis à cette tâche ont, dans une démarche participative, harmonisé les différentes préoccupations recueillies au sein de la population durant les travaux préparatoires à ces assises. Pour le maire Angelo Évariste Awanjinou, les objectifs sont atteints et c'est un motif de satisfaction. Un sentiment de grande joie qui m'anime aujourd'hui, samedi 29 mai, après la clôture des États généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Joie parce que la population a compris l'enjeu. La population a épousé l'idée. À la fin des travaux, des certificats de reconnaissance ont été remis aux membres du Présidium et aux présidents des 24 groupes thématiques qui ont travaillé à la préparation et à l'organisation de ces états généraux. Dans les tout prochains jours, un rapport synthèse sera remis à la première autorité de la commune. Ainsi, la commune d'Abomey-Calavi est désormais mise sur l'orbite de son développement. Éducation, le nouveau ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle a effectué une visite de travail à la direction des examens et concours vendredi dernier. Le ministre Kwaro Yves Tchabi s'est enquérir de l'évolution des travaux préparatifs de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Au total, 145 934 candidats vont à l'assaut de ce diplôme. Au terme de la visite du ministre de l'Enseignement secondaire, Kwaro Yves Tchabi, et le directeur des examens et concours, Dr Roger Koulouadinou, ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes très satisfaits du niveau de préparation des examens et nous avons personnellement constaté que nous sommes en droite ligne avec les réformes engagées par le gouvernement, notamment la digitalisation de la gestion administrative. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une vraie révolution. Les enfants ont pu s'inscrire en ligne. C'est une première et nous allons continuer dans ce sens.
Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs ont été générées de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec des pratiques extra-professionnelles, ce qui permet évidemment d'obtenir la satisfaction des enseignants qui parfois se sentent brimés parce qu'ils n'ont pas pu donc infiltrer les réseaux. Mais de façon concrète, il faut retenir que cette année, une grande réforme a été mise en place qui a consisté à faire l'inscription au BPC en ligne par les candidats. C'est une première depuis les indépendances dans l'histoire de notre système éducatif, grâce à la plateforme EducMaster. Et de ce point de vue, il y a eu beaucoup plus d'aisance, mais également un gain d'énergie au niveau de tous les acteurs qui ont réussi cette inscription en ligne à nos côtés. Et je crois que nous pouvons en être fiers. Mais également, l'autre élément qu'il faut mettre dans la balance en matière de bonne organisation, c'est que l'apprêtement d'un certain nombre de choses continue de se faire par l'exploitation de la plateforme EducMaster. Café Média Plus, la rencontre hebdomadaire des journalistes, a reçu ce vendredi 28 mai 2021 Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, pour comprendre le bien fondé de la décision relative à la suppression du ministère de la Communication. Des précisions au micro de Laurette Kankangbe et de Jean-Baptiste Boko. La rencontre hebdomadaire des journalistes dénommée Café Média Plus a reçu des invités politiques et journalistes émérites pour expliquer la décision du gouvernement relative à la suppression du ministère de la Communication. Pour Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, cette décision est une promotion pour la liberté de la presse. Ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Le chef de l'État, au demeurant, fait une promotion inestimable de la liberté de presse. Et je suis tellement heureux pour les gens qui ont l'habitude de nous tacler sur cette thématique. Ils auront dans quelques années le loisir de dire « mais M. Talon a été visionnaire », de penser qu'il fallait décrocher la gestion des médias du gouvernement pur et dur pour la confier à l'institution constitutionnelle reconnue pour ce faire. Il poursuit en invitant les associations des professionnels des médias à profiter de cette opportunité pour redorer l'image de la presse béninoise. Et donc, les associations professionnelles des médias, à mon sens, devraient tout de suite commencer à se voir, réfléchir. Quelle est la partition que nous devons jouer? La HAC, comment nous mettons en place les mécanismes qu'il faut pour récupérer ce pouvoir qui a toujours été le nôtre en réalité, mais que nous avons laissé échapper et qu'on nous rétrocède à un moment où peut-être nous ne nous y attendions pas. Et je suis convaincu que si la HAC joue son rôle, que les associations fêtières des médias jouent leur rôle et que vous menez le plaidoyer qu'il faut à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement, les moyens qu'il a promis à la HAC seront mis à disposition pour que, effectivement, les médias s'épanouissent davantage sous la coupole de la HAC et de les associations fêtières, et que le gouvernement s'occupe véritablement à autre chose qu'à ce qu'il a l'habitude de faire et que certains considèrent, à tort souvent, comme une façon de régenter les médias. Des propos renchéris par Constant Agbidinoukon, journaliste à la retraite. C'est une grosse opportunité. Ça, je suis moi-même étonné. C'est à la maison que je me suis dit, mais comment ça? Le président Talon, il est visionnaire. Il veut faire comme les pays anglophones. Il veut nous donner plus de pouvoir, c'est vrai. Parce qu'on était habitués, nous francophones, à vivre avec la France. Commençons par nous écouter nous-mêmes. Commençons par ce qu'on appelle l'entente cordiale entre nous-mêmes. Et progressivement, vous allez voir, nous allons trouver des solutions. Il finit par conseiller aux organisations des professionnels des médias d'établir un projet d'appui au développement du secteur de la communication.
Et puis le ministre des Sports Oswald Omeki a procédé ce vendredi 28 mai à la remise de matériel et d'équipements sportifs aux différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Des ballons de football, de handball, des kits d'entraînement professionnel, des tenues de sport et plein d'autres matériels sportifs ont été remis au coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives, Dieudonné Masson. Suivez ici un extrait des propos du ministre à cet effet. C'est avec une grande émotion que je procède ce jour à la remise d'un important lot de matériel et équipements sportifs. Ces matériels proviennent d'une part de la FIFA qui, dans le cadre de sa collaboration avec le Bénin, nous a doté, comme vous le savez, de kits d'entraînement. Ces kits sont des kits professionnels destinés aux équipes de football que nous avons constituées dans nos différentes communes à travers le programme des classes sportives. Et d'autre part, proviennent de l'effort du ministère des Sports lui-même à travers ces différentes structures, notamment l'Office béninois des sports scolaires, universitaires et le Fonds de développement du sport, qui également ont, dans le cadre de la dotation des classes sportives en équipement, procédé à l'acquisition des matériels pour les disciplines que sont le basket, le handball et l'athlétisme. Je voudrais donc remercier une fois encore nos partenaires privilégiés, et principalement la FIFA, pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements, comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront dès aujourd'hui mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays et qui est un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines que nous avons identifiées. Actualité en dehors du Bénin, l'Afrique du Sud fête ses 60 ans sur fond de lutte contre la corruption. À la veille de cette célébration, le président français a rendu hommage au premier président sud-africain noir lors d'une visite à la Fondation Nelson Mandela à Johannesburg. L'ANC, j'y arrive, parti du Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a fait le ménage dans ses rangs. Un bras de fer contre la corruption oppose depuis plus de 40 ans. Soupçons de corruption, fraude, blanchiment d'argent. Ces dernières années, l'ANC a vu son image ternie par les affaires, loin de son passé glorieux, quand Nelson Mandela luttait contre la ségrégation raciale. Dernier scandale en date, la suspension d'Aïsmara Joulé mi-mai. Le désormais ex-secrétaire général de l'ANC est accusé de corruption et d'avoir tenté de suspendre la présidence du parti de Cyril Ramaphosa, l'actuel président de la nation arc-en-ciel. Les membres du Conseil exécutif national ont exprimé leur inquiétude face à une campagne concertée et bien orchestrée, ainsi qu'une campagne bien financée visant à semer la division et la confusion dans les rangs de l'ANC, dans le but ultime de détruire le mouvement en tant qu'instrument de transformation et de changement progressif. Le Camara Joulé symbolise à lui seul les guerres internes qui déchirent le parti. Chacun s'accuse mutuellement et ses leaders semblent perdre pied, grisés par l'ivresse du pouvoir. Aïsmara Joulé est un baron du parti. Il est l'image même de ce qu'est devenu l'ANC. Un leader corrompu que l'on a laissé profiter des ressources du parti tant qu'il faisait allégeance au président, au roi. Aïsmara Joulé devra présenter des excuses publiques, faute de quoi il pourrait être exclu définitivement. Un moyen pour le président sud-africain et chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, d'asseoir son autorité, souvent contestée.
À court terme, si l'ANC se débarrasse des brebis galeuses, ça va la rendre crédible. Elle parle d'une seule voix. Elle montre à la communauté internationale, aux observateurs, qu'elle a le contrôle et qu'elle veut bien faire. La route des héritiers de Nelson Mandela dans la reconquête de l'honneur de l'ANC risque d'être longue. Réunis au Ghana ce dimanche 31 mai, les chefs d'État ouest-africains ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO. Les présidents des 15 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont condamné fermement le deuxième coup d'État survenu au Mali. La conférence des chefs d'État se garde d'imposer d'autres sanctions à ce pays. Bamako de plus en plus isolé. Le deuxième putsch militaire en moins d'un an, qui a vu la semaine passée le colonel Goïta s'emparer du pouvoir, fait réagir au niveau international. Après les menaces de sanctions proférées par Paris et Washington, la CEDEAO, qui regroupe 15 États d'Afrique de l'Ouest, s'est penchée à son tour sur la situation au Mali. Réunie au Ghana, l'organisation régionale a décidé de suspendre le pays des institutions communes et réclame une réelle stabilité démocratique. J'exhorte vos excellences à rester déterminées à soutenir le peuple malien pour trouver une solution pacifique et rétablir la démocratie et la stabilité dans le pays. À cet égard, nous devons examiner de manière critique la dynamique de la situation actuelle et prendre des décisions éclairées. Et donc, pour profiter de cette occasion pour réitérer, au nom de la CEDEAO, notre engagement continu à la transition pacifique au Mali avec un objectif fondamental de restaurer un gouvernement démocratique et d'œuvrer pour la stabilité du Mali et de notre région. Du côté de Paris, les récents événements politiques mêlés aux difficultés à éradiquer un djihadisme persistant dans la région du Sahel font sérieusement réfléchir le président Macron quant à l'avenir de l'engagement militaire français sur place. Je leur ai passé le message que je ne resterai pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Depuis 3 ans, j'ai dit au sein de plusieurs conseils de défense que nous devions penser à la sortie. Au sommet de Pau, j'ai préparé un chemin de sortie. Je suis resté à la demande des États, parce que je pensais que la sortie était un point de déstabilisation. Mais la question se pose, et nous n'avons pas vocation à rester éternellement là-bas. Au moment du premier coup d'État militaire en août dernier, la junte avait promis une transition censée aboutir à des élections démocratiques à l'horizon 2022. En Israël, le leader de l'opposition Yair Lapid a annoncé son alliance avec le parti du centre pour faire partir Benjamin Netanyahou du pouvoir. Le pays est sans gouvernement depuis des mois. Le Premier ministre au pouvoir depuis 15 ans est plus que jamais proche de perdre le pouvoir à quelques jours des élections présidentielles. Naftali Bennett, main dans la main avec Yair Lapid. C'est cette coalition gouvernementale qui pourrait mettre fin aux 12 années de pouvoir de Benjamin Netanyahou. Leader du parti Yesh Atid, Yair Lapid est chargé de former un gouvernement en raison de l'échec du Premier ministre à le faire après le dernier scrutin législatif de mars dernier. Ce dimanche, Naftali Bennett, leader du parti de droite radicale Yamina, a annoncé son intention de s'allier à la formation centriste. Monsieur Netanyahou n'essaye plus de former un gouvernement de droite car il sait très bien qu'il n'y en a pas. Il veut amener l'ensemble du bloc national, l'ensemble de l'État à son dernier combat personnel. Dans un moment aussi décisif, il faut faire preuve de responsabilité. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que j'ai l'intention de faire tout mon possible pour former un gouvernement d'unité nationale avec mon ami Yair Lapid, afin que, si Dieu le veut, nous puissions ensemble sauver le pays de la dérive et remettre Israël sur le droit chemin. Ancien conseiller de Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett, qui a réalisé un faible score lors des dernières élections législatives, revient sur le devant de la scène. Il pourrait permettre à son allié du centre de réunir les 61 députés nécessaires pour former une majorité au Parlement. L'actuel Premier ministre
déplore ce projet de coalition qu'il estime trop à gauche. Bennett induit à nouveau le public en erreur. Les mêmes mensonges et slogans vides sur la haine et la division de la part de celui qui donne sa main à la haine et la division et aussi de celui qui mène l'arnaque du siècle. Je lance un appel à mes amis qui ont été élus par des électeurs de droite, ceux qui ont une conscience et des valeurs. Ne formez pas un gouvernement de gauche. Ce gouvernement est une menace pour la sécurité d'Israël et pour l'avenir du pays. Une coalition qui impliquerait de grands sacrifices pour certains partis de gauche, selon Naftali Bennett, qui pourrait être promu chef du gouvernement, alors que le poste de ministre de la Justice reviendrait également à un homme de droite, Gideon Sa'ar. En rejoignant la coalition, Naftali Bennett assume sa position anti-Netanyahou. Le Likoud, au pouvoir depuis des années, pourrait donc connaître un net recul sur la scène politique israélienne, alors même que le pays s'apprête à voter ce mercredi pour élire un nouveau président. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.